mais aussi également à mieux faire connaître la profession de conseillance et de conseiller pédagogique dans l'ensemble de la communauté éducative du Québec. Avant de céder ma place, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont vous parler, j'aimerais prendre le temps de nommer les personnes qui ont mis le temps et beaucoup de cœur à la publication de cet ouvrage. Donc, composé de 5 conseillers pédagogiques formant le comité praxéologique, de 3 membres du comité scientifique, dont 2 que nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui, et M. Jacques Tardif aussi qui a émis des avis sur la proposition, des 6 membres du comité de pilotage notamment, dont l'Association des conseillères et des conseillers pédagogiques du Québec, la Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec, la Commission professionnelle des services éducatifs de l'Association québécoise des cadres scolaires, la Fédération des commissions, la Fédération des commissions scolaires du Québec, la Fédération des professionnels et professionnels de l'éducation, ainsi que l'Université de Sherbrooke. Et la Fondation Chagnon. Excusez-moi. Et les rédacteurs, sans oublier les rédacteurs donc, du projet Suzanne Guillemette, Isabelle Vachon et Donald Guertin. Donc, j'inviterai maintenant M. Serge Dion, directeur général adjoint et directeur des services éducatifs de la Commission scolaire des sommets, à venir vous adresser quelques mots. Et bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être là aujourd'hui, plutôt qu'hier. Je vous dirais, c'est quelques mots, mais je vais vraiment utiliser mon texte. Je veux vraiment dire chacun des quelques mots. Alors, bonjour. C'est un grand honneur d'accueillir en nos murs ce lancement officiel du référentiel de pratique en conseillance pédagogique, présenté par l'Association des conseillères et conseillers pédagogiques du Québec en collaboration avec l'Université de Sherbrooke. Cet outil arrive à point. C'est le moins qu'on puisse dire. Actuellement, le rôle du conseiller pédagogique est en pleine mutation et est également en période de remise en question au niveau ministériel, qu'on soit d'accord ou non. Par conséquent, il devient important, voire essentiel, de pouvoir s'appuyer sur un référentiel de pratique basé sur la science et basé sur les données probantes. Alors, vous comprendrez que c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous allons assister à cette présentation et nous sommes très fiers d'en être les autres. J'en profite pour vous remercier, Mme Guillemette, Mme Vachon, M. Guertin et toute votre équipe pour cette présentation à laquelle nous assisterons cet après-midi. Merci pour cet outil qui servira sans doute de référence pour les services éducatifs du Québec au cours des prochaines années, qui contribuera au développement pédagogique du personnel enseignant, en formation générale des jeunes, formation générale des adultes et en formation professionnelle. Alors, merci beaucoup et bonne présentation. Merci beaucoup, Dion. J'inviterai Mme Julie Desjardins, vice-doyenne de la formation de l'Université de Sherbrooke, à venir ajouter quelques mots sur l'importance de la collaboration entre les milieux scolaires et universitaires. Juste au cas où la toux me prendrait. Alors, vous me dites le positionnement est bon? Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous. C'est un immense plaisir d'être ici aujourd'hui pour ce dévoilement. Je vais aussi vous adresser un petit mot, question de vous faire languir un peu avant le développement. Il y a toujours ces mots d'ouverture comme ça. C'est vraiment un plaisir. Bonjour, M. Gélard, ça me fait plaisir aussi de vous revoir. Et puis, je sais, ma collègue Louise aussi qui est là. Bonjour. Alors, écoutez, j'aimerais profiter de cette place qui m'est faite pour souligner, en fait, le travail exceptionnel qui a été réalisé par l'équipe qui a mené ce projet-là même je dirais, qui était exceptionnel et exemplaire en matière de mise en place d'une collaboration extraordinaire entre une diversité d'acteurs de tous les niveaux dans les différentes organisations scolaires et universitaires. Alors, je vais prendre quelques mots pour parler un petit peu du processus. J'espère pas trop te couper, Suzanne, sur la méthodologie. Alors, je vous invite, lorsque vous aurez entre les mains l'ouvrage, d'ailleurs que vous l'avez déjà, mais lorsque vous le feuilletterez, avant de vous précipiter sur le référentiel, je vous invite à porter une attention toute particulière à la démarche méthodologique pour constater le soin qui a été pris par l'équipe pour ancrer le projet
dans une prise en compte d'un ensemble de perspectives multiples qui a permis d'arriver aujourd'hui, je dirais, à un produit d'une qualité assez impressionnante, je dois dire. C'est une démarche qui a permis de mettre en dialogue les perspectives des différents acteurs de tous les niveaux, des différentes organisations. Vous avez nommé tantôt les différentes organisations. Je ne voudrais peut-être pas les renommer, mais quand même faire porter votre attention sur le fait qu'il y avait des directions générales, des gens de l'Association des cadres scolaires, du CETREC aussi qui était présent dans le comité de pilotage du projet, la Fédération des commissions scolaires, la Fédération des professionnels et professionnels d'éducation, l'Association des conseillers pédagogiques, la Fondation Lucie-André Chaillon aussi. Juste de mettre en place ce comité de pilotage avec tous ces regards multiples, et on le sait combien on est influencé par le lieu d'où on regarde pour lire la réalité. Alors c'est vraiment, je dirais, à travers le prisme de ces regards-là qu'on a pu faire avancer et faire évoluer le projet. On a aussi eu la bonne idée de mettre en place un comité scientifique formé de chercheurs reconnus internationalement pour leurs travaux. Monsieur Jonard en faisait partie. Jacques Tardif, professeur retraité chez nous. Louise Royal aussi, qui est avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te revoir, Louise. Ce qui est plus inhabituel, on l'a dit aussi un peu tout à l'heure, mais qui mérite d'être souligné, c'est la mise en place d'un comité praxéologique formé de conseillères pédagogiques d'expérience qui, en complément de la validation scientifique, a permis la mise en place d'un processus de validation pratique. C'est quand même pas, je dirais, commun de voir ça dans un travail, je dirais, à portée scientifique. Donc, on voit le souci de l'équipe d'avoir autant cette portée scientifique et cette portée et cette pertinence pour le milieu de pratique. Et on a fait tout ce qu'il fallait, en fait, pour se donner les conditions de réussir ce dialogue. Je pense aussi qu'on ne peut pas passer sous silence la participation de 70, il me semble que c'est ça, je les ai comptés vite, mais je pense que c'était bien 70 conseillères et conseillers pédagogiques qui ont accepté de parler de leur pratique pour permettre de mieux comprendre leur réalité, mais surtout les compétences qui sont requises pour exercer cette fonction qui jusqu'ici est pas toujours bien définie, ou en tout cas elle a vraiment plusieurs visages là, selon les milieux, et c'était un défi de taille aussi là, de pouvoir se doter d'un référentiel qui rend justice aussi à la diversité des pratiques. Et cela sans compter la participation de centaines, et là je ne les ai pas comptés, je ne les ai pas additionnés, mais de centaines de conseillers pédagogiques à travers la province qui ont pris le temps de répondre au sondage à travers évidemment la démarche méthodologique. Je suis persuadée que le projet dont on a le bonheur de récolter les fruits aujourd'hui, je suis sûre que ça a été une belle aventure, probablement avec des hauts et des bas, mais je suis sûre que c'était une aventure extraordinaire, faite de rencontres, faite de conversations extrêmement enrichissantes. Je tiens particulièrement à remercier l'équipe qui a su cultiver ce partenariat qui est essentiel entre tous les acteurs et bien sûr aussi entre le milieu de pratique et l'université. Je crois en tout cas à voir un peu comment les choses sont exposées. On va avoir la chance d'en prendre connaissance aujourd'hui, que vous avez su créer des conditions favorables à une mise en dialogue de toutes ces perspectives. Vous l'avez fait avec doigté et respect, ça se ressent dans l'ouvrage, ce qui a permis de vous inscrire dans une démarche ouverte, où le questionnement était permis, comme le souligne d'ailleurs Claude Lessard dans la préface de l'ouvrage, sans pour autant être menaçant, et qui, en fin de compte, nous permet aujourd'hui d'enrichir d'autant notre compréhension de la profession des conseillers pédagogiques. Assurément, on a entre les mains maintenant un outil qui est essentiel, comme l'a dit Serge Dion tout à l'heure, pour les milieux de pratique, pour l'organisation du travail, mais aussi pour nous, pour la formation. À l'Université de Sherbrooke, avec les collègues du département de gestion de l'éducation et de la formation, on a mis en place il y a quelques années un micro-programme en conscience pédagogique. Ça fait plusieurs années que l'équipe s'intéresse à ce métier, à cette profession, et essaie de mettre en place, je dirais, une formation qui est pertinente, et c'est toujours dans une démarche, je dirais, inductive, à partir d'une lecture de ce qui se fait vraiment par les conseillers pédagogiques qu'on essaie de comprendre, et évidemment à l'université de faire ce travail de formation pour aider les milieux à avancer, à enrichir leur pratique puis à se développer. Alors moi, je peux seulement dire bravo à toute l'équipe. Je suis persuadée que le référentiel que vous nous présentez aujourd'hui a une longue vie. Merci.
Merci. Maintenant, notre conférencier d'honneur. Il est professeur titulaire tout récemment retraité du département de mathématiques à l'Université du Québec, Montréal. Il est fondateur de la chaire UNESCO de développement curriculaire à la section de didactique des mathématiques et a poursuivi une carrière internationale entre l'Europe et le Canada pendant 45 ans. Depuis 2017, professeur Philippe Jonard participe à la Commission canadienne de l'UNESCO et apporte un appui curriculaire à différents systèmes éducatifs en Afrique subsaharienne. J'inviterai maintenant le professeur Philippe Jonard à vous entretenir au sujet de l'agir compétent. Je tiens à préciser, avant tout, que M. Jonard a eu, dans le passé, un accident qui a touché ses cordes vocales. Donc, nous vous prions d'être bien attentifs, car le volume de sa voix, de sa belle voix, sera d'entrée de jeu au maximum de ses possibilités. Donc, merci de votre écoute attentive. M. Jonard. Alors, bonjour à tout le monde. Il y a quelque temps, il y a pas si longtemps que ça, une équipe composée justement des trois principaux auteurs du référentiel est venue me distraire dans ma retraite ici à Orfort. Ils sont venus me trouver, on a eu des échanges. Au départ, je ne suis pas chaud de parler de référentiel, surtout s'il s'agit de référentiels de compétences. Les référentiels de compétences que l'on connaît sont des objets obscurs, je dirais. Sans aller au-delà de cela, un référentiel de compétences, un que vous connaissez et que l'on connaît bien au Québec, c'est par exemple celui de la formation des enseignants. Mais je ne connais pas d'université qui applique exactement ce référentiel-là, et je connais encore moins d'étudiants sortant des universités qui ont développé ces 12 compétences-là. Alors, quand on est venu me parler de référentiel, j'ai été vraiment fort intéressé par la démarche de l'équipe, de Mme Guillemette, Mme Vachon et M. Guertin. On a eu de longs échanges là autour. J'étais fort intéressé par ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ne sont pas partis du produit d'un processus, du produit d'une démarche qui est la compétence. Ils sont partis du processus lui-même. Et le processus pour construire une compétence, qu'est-ce que c'est? C'est l'agir en situation, c'est l'agir compétent, c'est l'action que l'on pose en situation. Donc, ils ont renversé la logique habituelle des réflexions des pédagogues, sans critiquer les pédagogues, leur travail est immense, et ils ont eu le courage de mettre au cœur de la démarche pour les conseillers pédagogiques ce dont on a besoin. Et ce dont on a besoin pour la formation, bien sûr, des conseillers pédagogiques, mais aussi pour la formation des enseignants, et bien plus encore pour ce qui se passe dans les classes, de l'action. Et pour agir, je n'ai besoin que d'une chose, c'est d'une situation qui a du sens pour moi. Donc, le référentiel de l'agir compétent qui apparaît aujourd'hui est une démarche unique. Je vais le laisser le présenter. Je ne vais pas présenter un travail que je n'ai pas fait. Je n'ai fait qu'être consulté. C'est un bien grand mot, mais voilà. Quand on devient vieux, on est consulté. J'ai vu ici dedans qu'on me qualifie d'expert principal à la Banque mondiale. Je suis expert senior à la Banque mondiale. C'est pas le même vocable et c'est pas la même dimension. Moi, je corrige vite ça. Moi, je suis expert senior. Ça veut dire que je suis un vieux sage qu'on vient écouter. Je ne sais pas si je dis toujours les bonnes choses. Je dis peut-être parfois des bêtises, mais voilà. Alors, moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce qu'il y a derrière cet agir compétent. Pourquoi parle-t-on d'agir compétent? Alors, on peut passer à la diapo suivante. Globalement, vous avez là le plan de ce que je vais faire. On va partir d'un postulat de base qui est fort important. On va partir aussi de la personne en situation. Qu'est-ce qui se passe quand une personne agit? Les exemples sont surtout des exemples de didacticiens des mathématiques et de mathématiciens. Donc, j'ai pris des exemples qui sont simples, mais qui sont facilement transposables à l'agir professionnel,
à l'agir d'un professionnel en action, quel qu'il soit. Le travail que l'on va faire maintenant, c'est voyager autour de ce qui se passe quand une personne est en situation. Et le postulat de départ, on peut passer à la dia suivante, que vous avez affiché là. Je vous laisse le temps de le lire. C'est un texte de Damasio. Ceux qui connaissent Damasio identifient tout de suite le courant dans lequel nous sommes quand on parle d'agir compétent. On est dans le courant des personnes qui réfléchissent à la pensée en action, à l'agir situé. J'agis en situation. Et tout ce courant qu'on appelle le courant situationniste, c'est celui qui est sous-jacent à cette idée d'agir compétent. Et pour pouvoir réfléchir en termes situationnistes, d'être en situation, d'être un être situé, vous êtes tous des êtres situés. Vous avez beau vous dire non, non, moi pas, si vous êtes situé. Même quand vous dormez, vous êtes situé. Si on vous envoie sur la Lune dans un cockpit, vous êtes situé. Aujourd'hui, à l'instant présent, vous êtes situé. On est toujours situé. Et c'est revenir à cette évidence-là qui nous permet de se poser comme question, mais qu'est-ce qui se passe quand on est situé? Et on revient à ce paradigme d'être unique, qui est opposé à la pensée cartésienne, qui est opposé à la dualité de Descartes, qui sépare la pensée et l'esprit. On laisse l'être tel qu'il est. Mon cerveau n'est pas séparé de ma tête, il est dans ma tête, mais il est dans mon corps. Mon intelligence est dans l'ensemble de mon corps. Et ce corps, il est situé. Il vit dans cet environnement, il vit dans cet espace. Les conditions dans lesquelles nous sommes maintenant, c'est un environnement qui nous situe. J'utilise ici autour de moi des artefacts, peu importe lesquels, mais j'utilise aussi des personnes pour m'aider, pour m'appuyer dans cette démarche. Et tout ça n'est pas dissocié. Vous verrez à travers l'exposé qu'au fur et à mesure où j'avance dans une situation, je fais partie de cette situation. Et je fais partie complètement de cette situation. C'est pas simplement mon cerveau, c'est pas seulement mon intelligence qui sera quelque chose que je peux détacher. C'est pas mon corps. Vous voyez, je suis obligé de m'asseoir parce que j'ai une jambe prête à la suite d'un accident. Je suis obligé de prendre un micro parce que j'ai aussi été blessé de ce côté-là, etc. Mon corps est déterminant dans tout ce que je fais. Mon corps est déterminant dans ce que je pense, dans ma façon d'être. Et je verrai que quand je définis l'action en situation, les dimensions affectives, mais les dimensions physiques sont majeures. Si maintenant je suis fatigué, ça ne marchera pas. Si maintenant je suis parasité par des problèmes affectifs que j'ai ailleurs, ça ne marchera pas. Et mon élève dans la classe, il doit être là tout entier ou ne pas être là. Vous le savez très bien, mais c'est vrai pour les adultes aussi. Donc, un être unique, c'est un être qui ne dissocie plus l'esprit et le corps, mais c'est aussi un être qui vit tout entier dans les situations dans lesquelles il fonctionne. Et le postulat de base qui se trouve en dessous, derrière toute la référence, toute la réflexion à propos de l'agir compétent, de l'action en situation, eh bien, c'est cette notion de courant situationniste. On est dans ce courant-là. Je ne peux pas parler d'agir compétent sans situation. Et je ne peux pas parler d'agir compétent sans action en situation. Et mes actions en situation, ce ne sont pas des actions abstraites, ce sont des actions qui sont définies au départ de l'identification des situations professionnelles dans lesquelles les conseillers pédagogiques, puisqu'il s'agit de ça ici, sont actifs, agissent. Donc tout ça forme un tout. Et c'est là-dedans que nous allons rentrer progressivement. On peut passer à 2 dias suivantes. On voit ici un charpentier ou un menuisier plutôt qui fabrique des pieds de chaise comme il est là. Quand on regarde ce que fait ce professionnel, cet artisan charpentier, on peut facilement comprendre la situation dans laquelle il se trouve, on peut facilement la décrire.
il construit quelque chose, probablement des pieds de chaise, et il construit cela dans un certain but. Mais ce qui va se passer dans le travail que fait le charpentier, la situation aussi qui est définie, par exemple, dans un référentiel, cette situation-là est une situation qui va évoluer, qui va changer. Et la véritable situation dans laquelle le charpentier travaille, c'est pas la situation qui a défini au départ le plan de la chaise, c'est la situation que lui-même met au fur et à mesure en place en fonction de ses actions et les décisions qu'il prend. Et chaque décision et chaque action qu'il pose va changer la situation comme elle va changer mon charpentier en action dans cette situation. Ce schéma, cette photo, illustre cet agir compétent. Il illustre ce que fait une personne en situation, mais cette photo montre aussi que ce qu'il fait pour agir, bien, il se sert, et c'est clairement mis dans votre référentiel, il se sert d'un faisceau de ressources, que ce soit le tour qu'il est occupé à manipuler, mais les ciseaux qui sont tout autour de lui, mais aussi le matériau qu'il traite, etc. Et c'est avec l'utilisation de tout cela qu'il fait évoluer la situation et que lui-même se fait progresser. La compétence qui sort de cela, on le verra. La compétence n'est pas dans la situation. La compétence n'est pas dans l'agir compétent. Et la compétence n'est pas le résultat de cela. C'est pas le pied de chaise qui est bien moulé qui est la compétence. On est loin de tout ça. Donc, si j'avais défini un référentiel par compétence, j'aurais dit de ce menuisier-ci une compétence qui définit peut-être un pied de chaise. Mais ce qu'il fait pour y arriver, j'en saurais rien. Et ce sont ces référentiels-là qui circulent dans le monde de l'éducation, beaucoup moins dans les milieux professionnels. Vous savez que le courant dans lequel s'inscrit le référentiel qui est présent ici, il s'inscrit beaucoup plus dans le courant de la didactique professionnelle que dans les courants des didactiques des disciplines traditionnelles, didactique du français, des maths, etc. Il a un ancrage, ce référentiel, qui est beaucoup plus proche de la didactique professionnelle, qui est un courant nouveau, avec Gérard Vergniaud, Pierre Pastré, Philippe Maillan, etc. Et ce courant-là, à cause des contraintes des professions, n'a pas pu prendre des définitions de compétences par l'abstrait, mais a été obligé de partir des situations professionnelles. Et en ce sens, le courant dans lequel nous sommes aujourd'hui avec ce référentiel est beaucoup plus proche de la didactique professionnelle que de toutes les autres. Quand est-ce que je suis en situation? Mais je prends là des situations triviales. Peu importe, je pourrais prendre n'importe laquelle. Je viens d'acheter un nouveau percolateur et j'ai un mode d'emploi pour brancher ce percolateur-là. C'est ma belle petite cafetière. Je ne vais pas citer de marque de capsule pour ne pas faire de publicité impromptue. Ou bien je dois monter un meuble Ikea. Là, je fais de la publicité, mais elle est négative. Monter un meuble Ikea, c'est toute une affaire. Mais j'ai aussi un plan de construction de maison. Ça, ce sont ces plans, ces modes d'emploi, ce sont des virtualités. Ça n'existe pas. Je ne vais pas ouvrir le mode d'emploi du percolateur et m'asseoir dans mon fauteuil et le lire. Ce n'est pas la lecture que je vais prendre. Mais le jour où j'ai besoin de ma tasse de café et que je ne parviens pas à mettre ce percolateur en route, je vais poser une série d'actions. On peut passer à la diapositive suivante. Monter mon meuble Ikea aussi, il se fait au départ de tout un mode d'emploi. Et construire une maison, ça se fait au départ d'un plan et de toute une série d'actions qui doivent être coordonnées. Mais les produits, tout ça, la tasse de café, mon meuble Ikea finalement bien monté, la maison construite et habitée, et mon café, il doit être bon, le meuble Ikea, il ne doit pas être bancal, il doit être bien fait. Tout ça, c'est toujours pas la compétence. Et entre le moment où j'ai eu ce plan, j'ai eu le mode d'emploi,
Et le moment où j'arrive à la tasse de café ou le meuble Ikea, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup de choses que j'ai dû mettre en place. On va encore passer à la dia suivante. J'ai dû décoder le mode d'emploi. J'ai dû utiliser les choses convenablement. J'ai dû placer correctement ma capsule de café. J'ai dû placer correctement ma tasse de café, etc. J'ai dû appuyer sur le bon bouton. Le meuble Ikea, je suppose que vous avez tous été déjà confrontés au montage de ces meubles-là. Je dois décoder ce plan. Je dois suivre scrupuleusement, étape par étape, tout ce que je dois faire, etc. Je dois respecter un ordre d'assemblage. Il y a toute une série d'actions. Ce sont des chaînes d'actions que je dois mettre en place et que je mets en place d'une façon cohérente, d'une façon parfois hésitante. Parfois, je fais des va-et-vient pour arriver à un certain résultat. Parfois, je tâtonne. Mais c'est là que se trouve mon action. C'est là que se trouve mon action en situation. C'est pas le plan, c'est pas le résultat. C'est ça qui va me permettre de construire quelque chose. Et mon action, elle est incontournable. La personne aussi, ou les personnes qui ont travaillé à cela. Et c'est là que se situe l'agir compétent. La compétence, finalement, on verra qu'elle va faire le suivant. On verra que la compétence, on va parler d'autre chose, mais le mode d'emploi, finalement, qu'est-ce que c'est? Le mode d'emploi, le plan, le guide de construction du meuble, ça ressemble à un référentiel. Ça me dicte ce vers quoi je dois tendre avec la description de toute une série de choses. Mais la tasse de café, le meuble ou la maison, ce n'est plus le référentiel. C'est ce à quoi je suis arrivé, c'est le résultat d'un processus, mais ce n'est pas ça la compétence. Ce sont plutôt des critères qui me permettent de dire il y a effectivement une compétence qui est là quelque part et qui se met en place. Et puis la chaîne d'activités que je mets en place, c'est pas ça non plus la compétence. C'est peut-être ça qui est le plus proche d'un référentiel d'agir compétent. C'est plutôt là que se trouve l'action compétente en situation, surtout si j'arrive à un résultat. Et ce qui est important dans tout ceci, peu importe les exemples qui sont là, ce qui est important ici, c'est de bien se dire qu'en formation, c'est l'action qui importe, c'est l'agir des personnes, c'est de mettre en place les conditions pour qu'elles soient effectivement en action. Et l'agir compétent, c'est l'agir qui me permet d'arriver au bon résultat du traitement de la situation. C'est lui qui me permet d'arriver à ce que je cherche à atteindre. Et je pense par exemple que tous ceux qui sont là ici aujourd'hui ont été compétents tantôt pour faire le trajet et arriver ici. On est compétent 1000 fois dans une journée, mais chaque fois en traitant une situation. Et vous traitez dans vos journées, depuis le moment où vous vous levez, mais même si vous dormez bien, vous avez traité convenablement votre nuit de sommeil. Si vous dormez mal, c'est un autre problème. Mais depuis le moment où vous êtes debout, vous gérez une série de situations les unes après les autres. Et à l'intérieur de la gestion de ces situations, vos compétences apparaissent si vous les avez bien traitées et si ce que vous avez fait est socialement acceptable, évidemment. Donc, ma compétence va toujours être le résultat d'un processus. Et on verra que cette compétence, c'est toujours quelque chose qui est construit et qui est construit en situation. J'ai du mal à définir a priori dans un référentiel de compétences une compétence qui doit encore être construite et qui va, parce qu'elle est construite en situation, parce qu'elle est construite par des personnes en situation, elle est très variable. Les recherches que l'on fait à ce propos-là montrent qu'il y a une immense variabilité de compétences à propos d'un même type de situation, à propos de même famille de situations. Nous autres, on le voit dans le travail qu'on fait en apprentissage, en construction des connaissances mathématiques et des connaissances scientifiques. Quelle que soit la situation que l'on donne, dans un groupe de 25 élèves, je peux avoir 25 idées différentes de la situation. On va y arriver à cette question-là. Donc,
cette compétence est toujours construite par les personnes et elle est toujours fonction de la personne qui l'a construite et de la situation dans laquelle elle a été définie. Elle ne tombe pas du ciel autrement que comme cela. Cette idée de construction est majeure. Et c'est par là aussi que l'élève, que le conseiller pédagogique va construire ses propres connaissances. Pour Piaget, la connaissance est action, point. Il n'y a rien à faire. C'est parce que j'ai des connaissances que je peux agir. Et cette idée que la connaissance est action, et là derrière le référentiel de compétences que je vois ici, il y a un poids piagétien qui est là, qui est indéniable. Et il est indéniable aussi par certaines références, mais cette idée que la connaissance est action est majeure. J'agis parce que j'ai des connaissances, et pas le contraire. Donc, dites-vous bien que dans le travail qui se fait ici, ce que je suis occupé à construire, ce sont des connaissances, ce sont des compétences, et le moteur, c'est ce que je fais en situation. Et ces compétences, on verra un petit peu plus loin dans l'exposé, il y a des conditions pour que je les construise. Il ne suffit pas d'agir en situation, là on serait agité. Il y a d'autres choses qui interviennent pour fonctionner, mais cette compétence, si elle est bien construite, je ne peux jamais la transférer telle qu'elle. On a un bloc là, dans de nouvelles situations. Ma compétence va toujours être adaptée, elle va toujours être légèrement ou fortement modifiée. Elle est viable aujourd'hui dans une situation, demain elle peut ne plus être viable dans une autre situation dans laquelle il y a des éléments qui vont la contredire. Donc ma compétence, elle est toujours viable temporairement. Et elle est fonction de ce que je fais et elle est fonction de ma façon de l'adapter à de nouvelles situations. C'est un élément majeur. Il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de propos sur le transfert. Le transfert, si vous voulez, c'est un vieux concept, c'est un concept comportementaliste. Vous connaissez les histoires des pigeons et des chiens de Pavlov. Le départ de transfert, c'est un animal, en général ce sont des pigeons ou des poules, qui reconnaît la couleur d'une planche sur laquelle on a posé des grains. Il va manger les grains sur cette planche-là. On lui donne une deuxième planche qui a la même couleur, il va encore aller manger les grains sur cette planche-là. On change la couleur, le pigeon ne va plus aller le manger. Il va devoir redécouvrir cette situation-là pour recommencer à aller prendre le grain. C'est bien l'adaptation qui est là. Il adapte sa démarche pour arriver à cela. Et c'est par là qu'on définit le transfert. Il y a une série de types de transfert, il y a des typologies de transfert, etc. Mais tout cela, mettez ça entre parenthèses et remplacez ça simplement par l'idée d'adaptation. J'adapte ma compétence, j'adapte mon agir compétent que j'ai construit dans telle ou telle situation pour pouvoir fonctionner dans une autre situation, qu'elle soit presque isomorphe, parce que deux situations isomorphes, ça n'existe pas, mais qu'elles soient presque isomorphes, presque semblables, je vais devoir adapter ce que je fais. Alors, on peut passer à la dia suivante. Vous voyez là, encore à la suivante. Voilà. Je prends ici une toute petite expérience qui a été faite avec des enfants de première primaire il y a quelque temps sur la résolution de problèmes en mathématiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là? On leur présente une pancarte, un panneau sur lequel il y a un dessin très simple. Dans ce cas-ci, c'est un marchand de ballons de Baudruche. Il a une dizaine de ballons et il tend un ballon à une petite fille et la petite fille lui tend une pièce de monnaie. Alors, on demande à ces enfants de nous décrire la situation. Tout de suite, ils sont captés par ces jeux-là. Et puis, voilà ce qu'ils disent. Moi, j'ai reçu un ballon rouge de ma grand-maman. J'ai un autre enfant qui dit, c'est aussi la fête dans mon village. Il y a un autre enfant qui dit, parfois on écrit son nom sur un papier et on l'attache. Le ballon, il s'envole et il part loin avec son nom. Et un autre encore, à l'anniversaire de ma sœur, il y avait partout des ballons au plafond. Alors, bon, on travaille avec cet enseignant
Et l'enseignante est désemparée, elle dit « mais les élèves ne prennent pas compte de ma situation, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tous hors situation. » En fait, ils ne sont pas hors situation, ils sont dans leur situation. Ils ont au départ de ce qu'ils voient, mais aussi au départ de ce qu'ils ont comme expérience. Et Dieu sait si dans l'idée d'agir compétent au niveau de la formation professionnelle, les acquis d'expérience sont majeurs. Mais le petit enfant, il a aussi ses expériences. Il a aussi ses acquis d'expérience. Et c'est avec ça que lui, il reconstruit une situation. Et c'est sa propre situation. On l'a fait à travers des classes de tout petits, comme celle-ci. J'ai pris celle-ci parce que c'est très visible. Mais on l'a fait avec des étudiants en physique en première année d'université. On l'a fait avec des enfants de 4e primaire. On l'a fait avec des enfants de dernière année du secondaire, etc. Et ce qu'on constate de façon brute, c'est que quelle que soit la situation à laquelle se trouvent les enfants, les élèves, mais les adultes aussi, il y a parmi vous des gens qui ont travaillé à la formation générale de base des adultes. J'ai travaillé avec les gens de la formation générale de base des adultes du temps de Fidel Mezzo, peut-être que certains se souviennent de lui. On a fait ce même type d'expérience et on retrouve le même phénomène. C'est que chacun reconstruit la situation. Et si moi, je n'y prends pas garde en tant que formateur ou en tant qu'enseignant, je dois savoir que c'est sur la situation qu'il a reconstruite que la personne va travailler. Et il y a un écart qui va se creuser, un dialogue de sourds qui est majeur et qui, la plupart du temps, est générateur d'échecs. C'est pas parce que l'élève ou l'adulte en formation n'a pas fait quelque chose, n'a pas construit quelque chose, qu'il n'a pas le résultat qu'on attend, mais c'est parce qu'il a travaillé sur une autre situation. Et ce décalage entre les élèves d'un même groupe ou les adultes d'un même groupe, je pourrais le faire avec vous ici, on n'a pas le temps, on arriverait au même résultat. Je l'ai fait récemment avec une équipe de conseillers techniques en République démocratique du Congo, et ils étaient sidérés de voir ce qui se passait quand on leur demandait ce genre d'exercice-ci. Donc, en formation, qu'est-ce que je fais? Je laisse construire les gens, les personnes qui assistent à la formation, les enfants qui sont en classe, leur propre situation. Mais tout de suite après, je ne les laisse pas partir là-dedans. Sinon, je suis foutu. Sinon, tout ce que j'ai préparé, je ne me rends pas compte qu'ils travaillent sur autre chose que ce que j'ai préparé. Et je suis obligé de créer chaque fois un débat sur la situation. Sur quelle situation tu travailles, sur quelle situation tu travailles. Et il y a là, c'est sûr, c'est un gros mot pour certains, mais il y a des conflits socio-cognitifs. Moi, je perçois ça parce que la petite fille qui parle de la foire dans son village, c'est plus du tout le marchand de ballons qui compte. La petite fille qui parle des ballons qui sont au plafond lors de l'anniversaire de sa sœur, c'est l'anniversaire de sa sœur qui est là. Et on va retrouver ça dans toutes les situations de formation. Et c'est majeur. Si je veux qu'il y ait un travail tel l'agir compétent, pour lequel on insiste sur l'action en situation, sur ce que va faire la personne en situation, je dois savoir en tant que formateur sur quelle situation la personne travaille. Et c'est un des tout premiers points. Sinon, je n'ai pas un agir compétent, j'ai une multitude d'agir compétents qui, de toute façon, vont se diversifier, mais vont se diversifier d'une façon telle qu'ils appartiennent tous au même spectre. Si mon point de départ est faussé, qu'ils travaillent chacun sur des situations différentes, ils ne travaillent pas tous sur le même spectre. Ils travaillent sur autant de spectres qu'il y a d'élèves dans la salle de classe. Et il y a une série de paramètres qui interviennent à ce niveau-là. Voilà. Il y a le rouge là, et ça fait ce qui est en rouge, c'est un paradoxe. L'élève détricote la situation qu'il lui a proposée pour en reconstruire une qui lui devient celle sur laquelle il agit en situation. Et c'est toujours ainsi. C'est une loi universelle dans les théories situationnistes. Et c'est ça qui rend cette théorie
complexe. C'est cette relativité des situations qu'on propose. Vous proposez des situations qui sont des situations professionnelles que vous êtes allés chercher chez les conseillers pédagogiques. Mais ces situations professionnelles qui sont proposées, si en formation vous ne les retravaillez pas, elles vont être différentes d'une personne à l'autre. Et je dois les retravailler. C'est de là que vient tout un débat avec Gérard Vergniaud, je le cite souvent, sur cette notion de situation isomorphe. On sait que deux situations ne sont jamais isomorphes. Elles ne sont pas semblables l'une à l'autre, pas seulement pour le contexte, mais surtout à cause de la personne qui la traite. Les personnes sont différentes et d'un moment à l'autre, même si c'est la même personne, elle n'est plus la même pour agir et pour comprendre la situation qu'on lui propose. Et cet écart est toujours plus ou moins important et pour moi, c'est un élément, c'est un des éléments qui peut expliquer l'échec scolaire. Simplement parce que l'élève a travaillé sur autre chose que ce que j'ai proposé. Quand on a des très grands groupes, c'est quelque chose de flagrant. Quand on a des plus petits groupes, c'est plus facile à gérer. Mais déjà, un grand groupe comme le vôtre ici, c'est trop. C'est de trop pour arriver à gérer cette difficulté-là. Mais gardez en tête que cet éclatement des situations que vous proposez en formation, que vous proposez à des étudiants ou des élèves en apprentissage, est pour moi une des causes de l'échec scolaire. Parce que ça provoque. Qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque un dialogue de sourds. On ne parle pas de la même chose, tout en pensant qu'on parle de la même chose. On peut aller à la diapositive suivante. Ce qui se passe là, c'est un peu tout ce que l'on vient de dire. L'élève va sélectionner, dans une situation, quelle qu'elle soit, il y a beaucoup d'informations. Mais on ne retient jamais toutes les informations. L'élève, il sélectionne quelques informations, celles qui sont significatives pour lui. C'est difficile de construire une situation convenablement, parce que cette situation, ou de préparer une situation, parce que je ne me rends pas compte qu'en la construisant, je mets souvent de façon inconsciente l'emphase sur certains éléments de la situation, qui sont des éléments marquants que les personnes en formation vont leur donner plus d'importance que d'autres. C'est la même chose, on voit ça en mathématiques, dans les problèmes mathématiques proposés aux élèves, surtout lors des évaluations, les enseignants veulent, je ne vais pas dire piéger, veulent tester leurs élèves et voir dans quelle mesure ils sont capables de décoder, d'analyser l'énoncé de problème, et on met dans l'énoncé de problème des données inutiles, des données parasites. Vous connaissez l'histoire de Stella Baruch avec l'âge du capitaine. C'est très vieux. L'élève va résoudre cet énoncé de problème-là et sans se rendre compte qu'il utilise des données qui sont paradoxales. Je vous donne un tout petit exemple. C'est pas éthique ce qu'on a fait, mais c'était amusant. On a donné à des enfants de 4e primaire un énoncé de problème qui est celui-ci. Monsieur Dupont pèse 120 livres. Il suit un régime parce qu'il veut maigrir. Il maigrit de X livres, je ne sais plus combien par semaine. Et puis la question, dans combien de temps ne pèsera-t-il plus rien? Mais c'est exceptionnel. On a fait ça dans des classes de 4e primaire. Faites l'exercice. Tous les élèves répondent. Et ils donnent des âges différents. Et il y en a toujours un petit malin qui nous dit, mais monsieur, il va toujours peser quelque chose parce qu'il lui restera au moins les os. Ou les os sur la peau, des choses comme ça. Il y en a toujours au moins un qui dit ça. Mais il se lance là-dedans. Là-dedans, c'est un piège qu'on fait. Mais c'est pour montrer aux étudiants, en didactique des mathématiques, combien ce qu'on propose aux enfants est majeur. Et la façon de construire et de préparer, de mettre l'information dans les situations va générer un type de traitement, un type
d'agir dans ces situations-là. Donc, la situation est majeure. Tout le monde ne va pas la traiter convenablement. Et moi, en formation, j'ai un travail à faire pour ramener tout le monde dans le même spectre, dans le même type de situation, dans la même famille de situations, pour arriver à l'agir compétent que je recherche. Alors, est-ce que c'est une situation? Alors, on passe encore une dia suivante. Voilà. Ici, on est dans une classe de Kinshasa, hein, en République démocratique du Congo. Je suis un ancien Belge. Hein. Bon, avec mon nom, vous devinez bien que je suis néerlandophone. Et la Belgique a une histoire d'amour avec la République démocratique du Congo, qui est son ancienne colonie. Donc, j'ai passé une partie de mon existence là-bas et j'y suis toujours très souvent pour la Banque mondiale. Alors, ici, ce qu'on a fait dans ce pays-là, en mathématiques et en sciences au niveau du secondaire, c'est qu'on a rebâti tous les programmes en maths et en sciences, on les a rebâtis par situation. Donc, tout ce que l'on propose fonctionne au départ de situation. Ici, vous avez une situation, je vous la lis. Donc, on est à Kinshasa, ne soyez pas étonnés. Un oncle demande à un élève de 7e EB, c'est 7e année d'éducation de base, d'une école de son village, de l'aider à disposer ses 10 neveux de telle manière qu'en quittant chacun sa position et en marchant à la même vitesse, ils arrivent tous au même moment à sa case. Bon, ça peut paraître très abstrait. C'est l'enseignant qui a proposé cette situation-là. Et on voit les élèves qui décodent ça. Et puis les élèves sortent de la classe. Ils commencent à gérer cette situation-là, à la traiter. Et qu'est-ce qu'ils font? Il y en a un qui dit, on dit que c'est moi la case de l'ombre, c'est moi l'ombre, et il se positionne. Et puis les autres élèves cherchent à se positionner. Ils font toutes sortes d'exercices, mais ils sont très actifs là-dedans. Et puis pour finir, ils se retrouvent tous disposés autour de ce garçon qui représente la case, et tous à la même distance, hein, à des endroits différents. En fait, ils ont construit un cercle. Hein. Et puis à un moment donné, on leur donne le signal, et ils avancent tous en même temps, ils arrivent tous en même temps à la case. Ils ont marché sur un rayon. Et quand je discute après avec l'enseignant ce qu'il a fait là, et il me dit, mais ça c'est le point de départ, on va travailler le cercle avec ces élèves-là. J'ai dit, mais ils ont déjà tout fait là. Et en fait, oui, ils ont fait beaucoup. Et je demande à cet enseignant, et avant, que faisiez-vous? Je dessinais un cercle au tableau, je mettais le point au milieu, et puis je traçais les rayons. Alors, ce qu'il m'explique, et c'est ça qu'on souhaite qu'il se passe avec ces enseignants-là, c'est que ce qu'ils faisaient avant, ça n'avait aucun sens, ça n'intéressait aucun élève, tandis que maintenant, ce sont des élèves qui construisent eux-mêmes, en agissant en situation, qui construisent le rayon, qui construisent le cercle, hein, qu'ils voient que tout ce qui est sur la circonférence est équidistant par rapport au centre du cercle. Et c'est là qu'on voit, je l'ai en vidéo, mais je n'ai plus que quelques minutes, je ne peux pas vous la montrer, mais c'est là qu'on voit tout le poids de cet agir et de cet agir compétent, de cette façon de traiter les situations. Ici, on met tout de suite les jeunes en action, on ne leur donne pas les éléments abstraits, ils les construisent eux-mêmes en étant en action dans cette situation-là. Et c'est là qu'on voit apparaître tout le poids de ce paradigme, et c'est le paradigme de la situation, c'est le paradigme d'être en situation, c'est le paradigme de l'être situé. Je me dépêche. Hein? Bon. D'un côté, vous avez le texte, hein? Mais le texte, cet énoncé que vous avez vu dans la dia précédente, ce ne sont que des mots. Si je me contente du texte, ce texte n'a pas de sens. Il n'en a même aucun. Il est sorti de son contexte. Cette idée de case, pour vous, ça ne veut rien dire. Hein? Qu'un oncle demande à des neveux de se déplacer pour se rendre dans sa case, ici à Magog, ça n'a aucun sens. Donc, le texte lui-même en tant que tel, et c'est vrai pour tous les textes, ce ne sont que des chaînes de mots. Ça n'a pas de sens. Ce qui va donner du sens à ce texte-là, c'est ce que l'élève fait. Et dans cette situation-là, on les voit
concrètement agir. C'est eux qui construisent le texte. C'est eux qui construisent la situation et le sens de la situation au départ de ce qu'ils font. Bon. Je ne vais pas donner ici toutes les définitions d'une situation. Quand on parle de situation, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Vous savez que pour agir, je vais me servir, pour agir en situation, je vais me servir d'une série de ces éléments qui sont en situation. On va parler d'un faisceau de ressources, mais ça rassemble autant des ressources que des obstacles. On est toujours dans la situation. On peut passer encore une dia. On peut aller à la suivante. On peut aller à la suivante. On peut encore aller à la suivante. Une autre situation, ben là, vous allez comprendre pourquoi je boite, pourquoi j'ai eu la gorge coupée. Bon, il y a quelques années, là, enfin il y a 20 ans maintenant, j'ai eu un très grave accident et puis je me suis retrouvé en soins intensifs au centre hospitalier de l'université de Sherbrooke. Et quand je suis revenu à moi, quand je suis sorti du coma, quand je me suis réveillé, il y avait autour de moi un médecin, mais il y avait 10 étudiants. Et je ne comprenais pas ce qui se passait là. Et le médecin me dit, Monsieur Jonard, vous avez telle et telle lésion, telle et telle blessure, telle et telle affaire, etc. Et ici, vous avez tous les étudiants. Ces étudiants, ce sont eux qui vont s'occuper de vous. Puis je suis étonné. Vous êtes devenu leur situation problème. C'est vous la situation que ces étudiants vont traiter. Et ils vont traiter ça comment? Comment je vais m'en sortir de tout ça? Mais ils prennent des informations sur moi, ils analysent telle ou telle lésion, telle ou telle blessure, et puis ils ont des séminaires. Au départ de cela, ils cherchent l'information dont ils ont besoin, puis ils reviennent appliquer le traitement, etc. Mais avant ces histoires-là, j'ai une formation mathématique et j'ai une formation en sciences de l'éducation. Avant cet accident-là, pour moi, les situations, je n'en avais rien à faire. Hein. J'enseignais les maths pour les maths et les étudiants n'avaient qu'à suivre. Mais c'est cette activité-là, de ces jeunes autour de moi, qui a fait un déclic majeur. Ces étudiants-là n'ont pas, comme dans d'autres universités européennes, quand ils font des études de médecine, d'abord et avant tout des syllabus de milliers de pages à assimiler, et puis après 7 ans d'études, d'essayer d'appliquer ça dans leur pratique. C'est pas ça qui se passe. On a au niveau professionnel, et c'est là qu'on est, on a au niveau de la formation professionnelle des situations qui sont proposées en formation. Et ce sont des situations, ce sont celles-là que vous avez dans votre référentiel, qui sont très proches de la situation professionnelle, mais qui ne sont pas celles de la situation professionnelle. Il y a un écart. Celles de la situation professionnelle, ce sont celles dans lesquelles le conseiller pédagogique sera en action. Point. Et tant qu'il n'est pas en action dans cette situation-là, ça reste des situations, entre guillemets, didactiques. Des situations qu'on propose en formation, dans un objectif de formation, dans un objectif d'apprentissage et dans un milieu formel de formation. C'est ça une situation didactique. Toutes les situations que nous proposons, ce sont des situations qui sont proches d'une réalité, mais qui ne sont pas cette réalité. Même si au départ, il y a eu une enquête qui a été faite, qui a rassemblé ces situations-là, qui les a organisées, hein, qui permet de dire on travaille tel ou tel type de situations. Ce sont bien plus dans un référentiel des catégories de situations qui peuvent rassembler toute une série de situations qui vont être différentes et qui vont varier d'une personne à une autre. Chaque conseiller pédagogique reconstruisant lui-même sa propre situation. Et c'est de là, ça peut paraître très bizarre, mais c'est après cet accident et pendant toute cette convalescence, puisque je suis quand même enseignant depuis très longtemps, que toute cette problématique de la formation des enseignants
cette problématique de la formation professionnelle à laquelle j'étais confronté, mais comme situation problème, c'est tout à fait paradoxal comme situation, qui m'a fait renverser complètement ma pratique. Hein, et qui m'a fait comprendre pourquoi, quand en début d'un cours de didactique avec des futurs profs de maths pour le secondaire, quand je dis décrivez-moi ce que c'est qu'un enseignant, beaucoup d'étudiants écrivent un enseignant, c'est un professeur dont on ne voit que le dos toute l'année. Il écrit au tableau, point. Hein? C'est ça la définition du prof de maths pour beaucoup. Et c'est ça qu'on a essayé de renverser. Et c'est par là, dans votre référentiel de l'agir compétent, qu'il y a un nouveau paradigme qui apparaît pour la formation des conseillers pédagogiques, mais avant tout, à mon sens, hein, pour la formation des jeunes, des enfants, pour lesquels, à travers les situations, vous allez repositionner la vie dans les salles de classe. C'est par là que je vais terminer. Vous avez toute la suite de mon PowerPoint. Il y a encore 11 diapositives que je ne verrai pas avec vous, mais vous y avez accès, hein, puisque j'ai dépassé le temps de quelques minutes. Hein, et je vais simplement terminer. Si vous souhaitez échanger un petit peu avec moi, je vais vous donner, il y a une bibliographie qui est là, et il y a mes coordonnées qui sont là. Voilà. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, M. Bruno. Maintenant, on comprend peut-être mieux, avec les concepts que vous avez présentés, de situation et de compétences de l'agir compétent, quelles sont les assises, dans le fond théorique que vous avez choisi pour mettre en place votre référentiel. Donc, quelle serait la raison de cette activité aujourd'hui sans nos auteurs? Donc, j'aimerais vous présenter les auteurs du référentiel. Donc, Suzanne Guillemette de l'Université de Sherbrooke, Isabelle Vachon et Donald Guertin de l'Association des conseillers et des conseillers pédagogiques du Québec. Donc, je vais débuter la présentation du référentiel que nous vous présentons aujourd'hui. Ça nous fait plaisir. Il faut dire que pour l'équipe, pour Suzanne, Isabelle et moi-même, c'est un long moment de 3 ans et demi de recherche et nous avons rencontré des centaines de conseillères pédagogiques, soit par des entretiens ou par le questionnaire. Donc, on a eu beaucoup de contacts avec les gens. Au cours des 25 prochaines minutes, nous allons survoler le document et voici un peu grosso modo ce que nous allons y voir. Oui, on est rendu à la deuxième. Donc, ça sent bien. Pourquoi un tel référentiel? Ce que c'est, sur quoi est-il fondé, comment on s'y est pris et en quoi ou quels sont les principaux résultats de cette recherche. On va à la problématique. Donc, grosso modo, pourquoi un tel référentiel? Bon, on a réalisé, c'est pas nous, là, je pense que la majorité des gens pourraient le dire, qu'au cours des dernières décennies, il y a eu une grande évolution de la profession des CP et une transformation marquée du domaine de la conseillance pédagogique. J'ai été conseiller, je fais la retraite maintenant. Si je regarde les 30 années en arrière, le rôle et les fonctions du conseiller d'aujourd'hui sont, en tout cas, les fonctions sont assez différentes. De plus en plus, on constate que les CP ont des tâches pour soutenir les changements du personnel scolaire, du personnel enseignant et également le personnel des directions d'établissement. Ça, c'est nouveau dans le décor et c'est apparu depuis au cours des dernières années. Également, les interventions des CP appellent plusieurs actes professionnels. Ceux qui ont été conseillers il y a peut-être 25-30 ans, on était confinés à des tâches beaucoup plus définies, beaucoup plus restreintes, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc, les verbes, vous en avez une série, informer, former, soutenir, accompagner, planifier, innover, chercher, expriment cette diversité que l'on constate dans les tâches et fonctions du CP. Il faut en tenir compte pour expliciter l'agir compétent.
On ne peut plus simplement se limiter à quelques mots. Il faut avoir cette ouverture parce qu'il faut tenir compte du réel dans lequel le CP, la CP doivent évoluer. Donc, il y avait une nécessité de cerner davantage les exigences professionnelles qu'ils doivent développer pour agir de façon compétente en situation. C'est une question de cohérence. L'absence d'un référentiel situant l'agir professionnel des CP en conseillance pédagogique en milieu scolaire laisse un flou quant à la profession et d'autres aspects importants risquent de confondre l'identité professionnelle des CP avec celle d'autres acteurs du système scolaire. Donc, il y a eu une fluctuation croissante des tâches dévolues au CP. Cela a exigé une meilleure adaptation dans leurs actions. Les exigences organisationnelles en mutation provoquent également des modifications quant aux tâches et aux fonctions. Ainsi, il est de plus en plus difficile de circonscrire. Oh, on est allé un petit peu. Je pense que c'est diapositive. Ah, c'est l'autre avant, mais on va y arriver. Donc, il était de plus en plus difficile de circonscrire la profession de la conseillance pédagogique et de bien marquer l'identité des professionnels. On arrive au cadre théorique. C'est le cadre à partir duquel, en fait, on a mené par la suite des travaux de recherche. Ce qui est au cœur, notre préoccupation, c'était d'en arriver à mieux cerner l'agir compétent. Donc, pour nous, il s'agissait à travers des situations professionnelles réelles. C'est ce que nous avons fait. Nous avons rencontré entre 70 et 80 à peu près, donc des gens qui ont raconté, pour dégager ce qui était, selon nous, les familles de situations professionnelles emblématiques, celles que vous retrouvez, les 4 grandes situations que vous retrouvez dans le référentiel. En fait, c'est en cernant et en extrayant des situations professionnelles réelles, les invariants. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à travers ces différentes situations qu'on pouvait reconnaître et identifier? On a réussi à dégager des situations qu'on appelle situations professionnelles emblématiques. Le terme emblématique nous a été suggéré par Jacques Tardif lors des discussions. Louise en rappellera parce qu'elle était également sur le comité scientifique. Pourquoi ne pas partir du rôle? Je m'éloigne, mais vous allez me comprendre quand même, je ne suis pas assez fort. Pourquoi ne pas partir du rôle? Parce que le rôle, selon nous, en fait, risque d'être tributaire d'un moment. On dit un rôle, on le saisit là, mais il y a moins cet aspect de pouvoir être perçu au-delà du temps et de l'organisation. Donc, il confine trop l'individu à l'organisation et au temps. Pourquoi ne pas partir de l'identité? On se répète une autre voie. Le choix qui a été fait, c'est que partir de l'identité, c'était de partir davantage de ce qu'on appelle des paramètres qualificatifs, singuliers et arbitraires. Et ce qu'on réalisait, c'est que le concept d'identité est complexe. Au regard des mutations subies par le CP, tâches et fonctions, la description de l'agir par l'identité risque d'être évanescente. Pourquoi ne pas parler d'un, ça c'est un point important, Isabelle insiste que c'est important pour nous. Pourquoi on ne parle pas d'un référentiel de compétences? Parce que dans un référentiel de compétences, ce sont souvent des actions attendues. M. Jonard l'a souligné, et ce n'est pas la voie qu'on voulait emprunter. On voulait davantage décrire, voir, percevoir le CP en action, en situation. Donc, on en a des beaux référentiels de compétences, mais comme une liste de comportements, d'attitudes à avoir. Vous avez un très beau glossaire à la fin de l'ouvrage. Consultez-le. On a pris le temps, c'était exigeant pour nous, mais tous les mots, les concepts qu'on utilise dans le référentiel, on a pris le temps de bien les définir. Et c'est à partir de ces définitions-là qu'on a travaillé. J'insiste sur 2 définitions. Merci. Celui qui est très important pour nous, c'est celui de l'agir compétent. Donc, je vais prendre le temps de le lire, de lire la définition, de la lire. L'agir compétent se manifeste par la mobilisation, la combinaison ou l'adaptation d'un faisceau de ressources dans une situation professionnelle donnée afin d'y poser des actions organisées en un système.
la professionnelle ou le professionnel agit de façon à atteindre un but ou à résoudre des enjeux selon la compréhension qu'elle ou qu'il a de la dite situation. Ça, c'est vraiment le cœur de notre recherche. Deuxième petite définition. Je passe à la suivante, parce que l'autre, c'est un complément. La situation, c'est la situation professionnelle emblématique. Pour nous, la façon de la définir, on dit que la situation professionnelle emblématique est authentique, récurrente. Ces paramètres sont suffisamment similaires à une situation autre, même si les contextes sont différents. Suzanne. Avez-vous hâte qu'on vous présente les résultats de la recherche? Ça va venir. Mais d'abord, j'ai comme le goût de vous raconter comment ça s'est passé, cette démarche de recherche. On va d'abord identifier les objectifs de recherche sur la prochaine diapo. Les membres de l'association des conseillères conseillers pédagogiques ont choisi un jour de venir frapper à la porte puis de nous dire « Avez-vous le goût de réfléchir avec nous? On aimerait avoir un référentiel de l'agir compétent en conscience pédagogique. » À ce moment-là, on n'était pas certain, est-ce qu'on voulait un référentiel de l'agir compétent ou un référentiel de compétences. C'est là que les premières discussions ont commencé à naître autour de la table, à réfléchir sur comment nous allions nous prendre. Donc, d'abord et avant tout, on s'est dit, comment allons-nous travailler? On a choisi de d'abord identifier un objectif général qui était d'élaborer ce fameux référentiel. Éventuellement, c'est devenu élaborer un référentiel avec les actions professionnelles et éventuellement, c'est devenu élaborer un référentiel de l'agir compétent. Et là, je passe parce que vous pouvez lire cet objectif général. Et pour arriver là, nous devions mettre en place une démarche rigoureuse qui allait nous permettre de démontrer le travail que vous faites dans le milieu et d'en faire ce que Donald vient de nommer un emblème pour venir soutenir l'identité professionnelle des conseillères et conseillers pédagogiques au Québec. Donc, nous nous sommes dit, nous allons décrire les situations professionnelles réelles pour pouvoir en dégager des situations professionnelles emblématiques. Et à partir des situations professionnelles emblématiques, pouvoir formuler les différentes composantes. Je vous raconte comment ça se passe, même si déjà depuis le début, on a déjà commencé à mettre les pièces du casse-tête. Je pense que c'est important d'y revenir pour vraiment ancrer la rigueur de la démarche et que vous puissiez être fiers de dire ce référentiel de l'agir compétent, c'est vraiment représentatif de ce que nous sommes, de ce que nous vivons au quotidien, parce que c'est nous qui avons participé à cette démarche. Donc, et pour y arriver, on a choisi, je vais aller à la prochaine diapo, de favoriser une démarche de recherche qu'on a appelée collaborative et appréciative. Dans les démarches de recherche appréciative, normalement, on va parler de recherche-action appréciative. Vous comprendrez que dans une démarche de recherche-action, il y a une dimension itérative où je dois me rendre à plusieurs reprises dans les commissions scolaires et voir cheminer, travailler les gens. On n'avait ni le budget ni le temps pour faire ça, mais on se disait, nous voulons absolument nous rendre sur le terrain, travailler avec les personnes, les acteurs du milieu que vous êtes, les professionnels que vous êtes. Donc, on va dégager ces situations réelles dans une démarche de recherche collaborative où on va travailler avec vous et appréciative parce que ce qu'on voulait, c'était d'avoir une posture épistémologique qui se disait positive dans ce sens d'identifier ce qui fonctionne dans le milieu et non pas d'identifier ce qui ne fonctionne pas et quels sont les problèmes que vous vivez au quotidien. Trop souvent, dans nos démarches, on dit « qu'est-ce qui pose problème ?» Ce qu'on a voulu faire ici, c'est « qu'est-ce que vous faites qui donne des résultats sur la réussite des élèves? Quelles sont vos actions au quotidien? Quelles sont les situations que vous vivez pour lesquelles vous pouvez nous dire qu'il y a des retombées directes ou indirectes sur la réussite des élèves, puisque vous travaillez surtout avec le personnel enseignant et de plus en plus, d'ailleurs, ça a émergé de la démarche, avec les directions d'établissement. Alors, on s'est positionné dans ces deux dynamiques. Alors, l'importance de l'interrelation entre les acteurs du milieu scolaire et universitaire, en réponse à vos besoins réels, dans l'agir compétent, et cette posture où on dit, on regarde qu'est-ce qui est porteur de réussite. Je passe à la prochaine. Un schéma un peu complexe
Mais je trouvais nécessaire de le présenter parce que c'est vraiment ce schéma qui va démontrer toute la rigueur. Et si quelqu'un vous questionne sur la rigueur de la démarche, ben, sortez la page 26 du référentiel et montrez-leur ce schéma. D'entrée de jeu, tantôt, Julie nous a parlé des 3 comités. Je répéterai pas tous les gens qui ont participé dans ces 3 comités-là, mais les 3 comités permettaient de pouvoir assurer une forme de triangulation au niveau de l'objectivation des situations que nous allions dégager dans le milieu. Le comité de pilotage pour s'assurer de réguler la faisabilité de notre démarche, pour entériner cette démarche-là, pour s'assurer aussi de la rigueur de notre démarche et s'assurer aussi de l'aspect éthique de notre démarche. Le comité scientifique pour nous questionner à plusieurs reprises sur pourquoi pas un référentiel de compétences versus un référentiel d'agir compétent. Pourquoi pas des situations professionnelles types et pourquoi des situations emblématiques. Nous nous sommes fait bombarder de questions qui nous ont amenés à réfléchir et à mettre en place tout ce cadre conceptuel que Donald vient de vous présenter. Donc, ce comité scientifique était important. Et les membres du comité scientifique, au départ, nous ont dit, nous sommes intéressés à réfléchir avec vous sur l'aspect méthodologique et contenu conceptuel, mais nous ne voulons pas faire l'analyse des données. Nous croyons que ça appartient aux acteurs du milieu. Ces gens-là avaient tout à fait raison. Ça appartenait à vous, conseillères, conseillers pédagogiques, de venir valider ce qu'on allait faire émerger dans le cadre de la démarche. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de mettre en place un comité qu'on a appelé praxiologie. Praxiologie, pratique dans le milieu. Où vous étiez représentés, ces membres du comité praxiologique étaient formés exclusivement de conseillères, conseillers pédagogiques. On avait aussi les membres du comité de coordination. Les membres du comité de coordination, ben, c'était les 2 personnes au départ, Isabelle et moi, qui avons débuté la démarche et éventuellement Donald s'est joint à nous. Qu'est-ce qu'on a commencé par faire? On a identifié notre échantillonnage, puis on s'est dit comment on va faire pour s'assurer d'avoir une représentation de l'ensemble des travaux qui se font au Québec. Donc, on a dit, on va aller, je vais tout de suite t'amener à l'autre diapo, puis je reviendrai. On va aller chercher un échantillon de gens représentatifs de tous les milieux. Et on s'était bien dit, nous allons prendre une représentation de l'ensemble des commissions scolaires au Québec, non seulement les commissions scolaires autour de l'île de Montréal. Souvent, les démarches de recherche se passent là. Mais on s'est dit, c'est pas vrai que ça se passe juste là. Ce qui se passe là, c'est extraordinaire. Mais il se passe plein d'autres choses. Puis probablement qu'en Abitibi ou en Gaspésie, on ne travaille pas tout à fait de la même façon. Donc, on est allé chercher des échantillonnages représentatifs de petites commissions scolaires, de moyennes commissions scolaires et de grosses commissions scolaires. Je reviendrai au départ. Pour pouvoir aller dégager les premières situations professionnelles, comme l'a bien nommé Donald, nous avons choisi de faire 12 groupes, 12 cohortes de réflexion, de groupes de discussion qu'on a animés sur des demi-journées dans une démarche d'analyse de pratique. Vous pourrez aller voir dans l'annexe tout le descriptif de notre façon de travailler. On vous a mis même notre canevas d'entretien. Bon, alors, on demandait aux conseillères, conseillers pédagogiques de vraiment nous rendre explicites des situations professionnelles et à partir d'une des situations choisies au sein du groupe, on analysait cette pratique-là pour vraiment forer la situation professionnelle. À partir de ces 12 situations professionnelles, nous avons commencé à faire l'analyse des résultats pour faire émerger les premières situations emblématiques. Et c'est à partir de ces premières situations emblématiques que nous avons travaillé sur le sondage pour valider ces situations emblématiques. Donc, nous avons envoyé les situations emblématiques à l'ensemble des conseillères, conseillers pédagogiques du Québec, ainsi qu'à des directions d'établissement et à des enseignants qui sont vos partenaires, finalement, pour venir valider. Et lorsque nous avons fait ce deuxième niveau d'analyse de données, on s'est aperçu qu'il y avait une situation emblématique qui émergeait qu'on n'avait pas vue dans nos 12 premiers groupes de discussion. Et à ce moment-là, le groupe s'est donné comme devoir de refaire un groupe de discussion avec des conseillères, conseillers pédagogiques plus ciblés, qui avaient beaucoup d'expérience dans le milieu
qui pouvaient nous permettre de revalider cette nouvelle situation emblématique émergente. Je ne vous la nomme pas, je vais laisser le cadeau à Isabelle. Alors, à partir de cette nouvelle situation emblématique, nous avons pu dégager, et là, je vais aller un petit peu plus loin, dans 2 diapos plus loin, nous avons dégagé les situations emblématiques. Pour chacune des situations emblématiques, nous avons parlé d'un contexte, de 2 contextes, et pour une situation emblématique, nous avons un 3e contexte qui émerge. Et nous avons pu décliner les exigences professionnelles, ce que M. Jonard a appelé tantôt les faisceaux de ressources mobilisés, les actions clés, cette notion de prise de recul qui est une exigence pour pouvoir agir avec compétence dans le milieu. Que voulait dire cette prise de recul pour chacune des situations emblématiques? Et nous avons dégagé 3 exigences professionnelles transversales qui, à notre avis, nous permettaient aussi de documenter les résultats attendus au regard de la réussite des élèves. Il y a des gens qui ont été capables de nous rendre très explicites les gestes qu'ils menaient dans le milieu et les résultats concrets qu'on voyait chez les élèves. Alors, nous avons cru important les dégager et les présenter. Je recule juste d'une diapo, juste pour vous montrer que dans les sondages, les types de personnes qui ont répondu au sondage pour les conseillers et conseillères pédagogiques, c'est plus de 230 quelques personnes, puis on ne calculera pas les pourcentages ici, parce que vous allez voir qu'on arrive toujours en haut de 100%, mais on se disait, ce qui est aussi complexe dans votre travail, c'est que votre profil nous démontre bien que parfois vous êtes CP à formation générale des jeunes et en même temps vous faites de l'adaptation scolaire. Parfois vous êtes aux jeunes et aux adultes en même temps. Donc, une même personne pouvait répondre à différents profils. C'est la raison pour laquelle on voit la complexité de ce tableau. Isabelle? Oui, c'est le temps. c'est le temps. Quel plaisir et le privilège de vous présenter les résultats. Alors, vous avez bien compris dans les précédents propos qu'on n'a pas la prétention de couvrir l'ensemble de la profession, mais bien les situations professionnelles emblématiques les plus représentatives de celle-ci. Alors, lors des entretiens, vous allez le trouver dans le Canva à la fin. Oui. OK, alors, peut-être à la diapositive précédente, puis vous allez pouvoir me suivre quand je tourne mes pages. Alors, quand on a rencontré les équipes de conseillers pédagogiques, de conseillères pédagogiques, on leur a demandé d'évoquer une pratique de conseillance qui était gagnante, qui a suscité des actions éducatives, pédagogiques et didactiques qui étaient en soutien à la réussite des élèves. On allait en exploration en ce sens-là et donc, tous les résultats qui sont présentés aujourd'hui sont issus de contextes véritables qui ont été consignés lors des entretiens de groupe. C'est important pour moi que je vous le redise. On ne vous a pas écrit ce qu'on devrait faire, mais on a écrit ce qu'on fait, nous, comme conseillers pédagogiques. Chaque situation emblématique, souvent, je le dis, était constituée de 1, 2 ou 3 contextes. Alors, notre première, tout simplement parce que c'est notre première diapositive, ils n'ont pas d'ordre, là, ils n'ont pas d'ordre d'importance non plus. On a de conseiller le personnel scolaire sur des pratiques éducatives, pédagogiques ou didactiques en situation de résolution de problèmes ou de coaching. Alors, par conseiller, on entend établir auprès de personnes ou de groupes un rapport d'influence qui est fondé sur la littérature scientifique et professionnelle, sur l'expertise, les savoirs professionnels et les habiletés d'interaction du conseiller. Ces interventions-là sont davantage ponctuelles et le but était de répondre, favoriser une réponse qui est adéquate quant au questionnement que pouvaient avoir des intervenants au sein d'une organisation. Dans le sondage qui a été envoyé au niveau du Québec, on avait 81% des CP qui étaient interrogés qui se reconnaissaient tout à fait ou à quelques nuances près dans le fait qu'ils agissaient, eux, oui, à titre de personnes ressources pour contribuer à la résolution de problèmes ou qui étaient exprimés par des directions d'école, des enseignants ou une équipe d'enseignants. On avait un autre contexte aussi qui a émergé, c'est celui du coaching. Alors, coacher un membre ou des membres d'une équipe école dans ses pratiques éducatives, pédagogiques ou didactiques, dans nos situations
professionnels réels. On avait des CP qui, par exemple, s'occupaient de la formation continue des enseignants en insertion professionnelle. Alors ça en était un contexte dans lequel il y avait du coaching, ou des enseignants qui enseignaient pour la première fois une discipline qui n'était pas dans son champ habituel. Alors, on trouvait des contextes comme ceux-ci. À la suite du sondage, on a aussi vu un troisième contexte apparaître, celui de donner un avis. Alors, donner un avis sur du matériel didactique, sur une recherche qui vient de paraître. Alors, différents contextes comme ça qui a émergé pour la situation professionnelle conseillée. Je ne pourrais pas aller dans le détail pour chacun des résultats. Je vais juste vous donner un exemple, celle de conseiller. Alors, cette situation professionnelle emblématique-là fait appel à des exigences professionnelles. Pour chacune d'elles, vous allez en retrouver entre 6 et 8. Et ces exigences professionnelles-là de la situation appellent des actions clés. Alors, on a mis les principales actions clés que les conseillers nous ont partagées. Vous allez voir à la fin de l'énoncé, vous avez une numérotation. La numérotation s'associe avec l'exigence professionnelle. Et ces actions clés-là ne peuvent pas se vivre sans que le conseiller, que la conseillère pédagogique combine et mobilise tout un faisceau de ressources. Alors, vous allez les retrouver à la page suivante. Les principales ressources internes ou externes qui sont mentionnées par les CP lors des entretiens. On avait aussi fait l'hypothèse, c'est mieux dit que le pari, j'allais dire le pari, on a aussi fait l'hypothèse, en début de projet, de voir est-ce que les retombées que nous, on a, on se doutait bien qu'on allait avoir des retombées auprès des enseignants, puis on a fait aussi l'hypothèse qu'on pourrait peut-être observer des retombées au niveau des élèves. Indirectement. Alors, force est de constater qu'on a réussi, à l'aide des verbatims des gens rencontrés, on a réussi à dégager ce qui avait un impact direct sur les enseignants, mais aussi un impact indirect sur les élèves. Alors, on avait des données à ce sujet-là. Alors, sans vouloir être exhaustif ou complet, ils peuvent servir d'indicateur à ce qui pourrait être attendu lorsque l'agir compétent du CP se déploie dans cette situation-là. L'agir compétent ne le serait pas sans prise de recul. Alors, prise de recul sur le contexte d'intervention dans lequel on est et aussi sur soi. Donc, prise de recul très succinctement, davantage sur soi. On va parler d'aller-retour entre la mobilisation des ressources, des actions clés qui ont été appliquées par les exigences professionnelles, les retombées sur la situation qu'on est en train de vivre, nous amène une prise à distance qui va nous permettre de développer de nouveaux schèmes opératoires ou d'actualiser nos schèmes et qui va faire en sorte qu'on va pouvoir réinvestir ces apprentissages-là directement dans l'action ou dans des situations ultérieures. Alors, vous pourrez aller lire de façon plus détaillée à l'aide de votre référentiel. Notre deuxième situation professionnelle emblématique, former le personnel enseignant et les autres personnels scolaires sur des objets éducatifs, pédagogiques ou didactiques, soit en classe et au sein de l'organisation. Alors, on a, par former, premièrement, je vous dirais que vous allez le trouver, là, on l'a bien défini, c'est un processus, une démarche d'analyse, de planification, de conception, d'animation et d'évaluation. Ces activités-là sont offertes à une ou plusieurs personnes. L'idée de développer des savoirs professionnels ou d'en augmenter leur efficience et leur efficacité. Alors, le premier contexte, explicité en classe, c'était intéressant. On voyait des différentes formules au cours des entretiens, des gens qui le faisaient à distance, qui entraient dans les classes, mais par le biais des médias, des gens qui faisaient des classes labo ou des gens des CP qui devenaient enseignants d'un jour. Donc, on avait 52% des CP interrogés qui disaient à l'occasion mettre en place ce contexte-là, vivre ce contexte-là. Et on avait aussi 92% des CP qui interrogés qui nous disaient qu'ils donnaient de la formation au sein de leur organisation sur des objets ciblés. Notre troisième, accompagner le personnel scolaire dans un contexte de collaboration ou de mobilisation pour mieux soutenir l'amélioration des pratiques éducatives, pédagogiques et didactiques.
Alors, par accompagner, on parle d'une démarche à laquelle une personne, le CP accompagnant, guide une ou plusieurs personnes, des accompagnés, après s'être entendu sur un but commun qui est défini aussi dans le temps. Cette démarche-là est définie dans le temps pour amener soit un changement, une adaptation, une régulation des pratiques. Au cœur de l'accompagnement se retrouvait la pratique réflexive, le questionnement, l'étayage, l'écoute aussi. Et dans les contextes qu'on a observés, dans 94% des cas, on voyait que ça se faisait dans un contexte de collaboration. Les CP nous ont confirmé ça lors du sondage. Et on avait 92% des CP qui ont précisé aussi qu'ils mobilisaient dans le cadre de leur travail un ou plusieurs membres du personnel scolaire. Alors, dans une optique de collaboration et aussi dans soit une direction d'école ou une équipe d'enseignants, et dans une optique d'accompagnement, de mobiliser une équipe dans un processus d'amélioration continue. Vous avez remarqué probablement depuis le début aussi, je ne parle pas que d'enseignants, parce que rapidement, on s'est rendu compte que les conseillers pédagogiques intervenaient aussi auprès de direction d'école, de personnel de soutien, de professionnels. Donc, on a élargi souvent notre appellation à du personnel scolaire pour inclure tout ce beau monde. Notre petite dernière aussi, que Suzanne m'a laissé le plaisir de présenter, innover en pédagogie, en didactique et en éducation par la recherche et le développement. Alors, la toute dernière, mais non la moindre, elle démontre que la profession est en évolution. Elle semble de plus en plus présente dans les milieux. Quand on parle d'innovation en conseillance pédagogique, on parle d'un changement qui est mis de l'avant, qui vise essentiellement l'amélioration de l'apprentissage des élèves, mais par le biais de la transformation des pratiques enseignantes sur différentes dimensions, soit curriculaires, pédagogiques ou organisationnelles. Alors, on avait près la moitié des répondants du sondage qui disaient d'intervenir dans ces différents types de situations-là, que ce soit de chercher avec des universitaires des pistes de solutions ou d'intervention au regard de questions qui étaient issues de leur propre milieu, ou de développer des dispositifs variés en soutien à la pédagogie, à la didactique ou à l'éducation. Par dispositif, on entend des outils, des démarches, des stratégies, des guides des activités. Vous avez cette précision-là aussi dans le référentiel. Alors, c'était nos 4 situations professionnelles emblématiques. De celles-ci aussi, ce qu'on a vu apparaître au fil de l'analyse des données, c'est des exigences professionnelles transversales qui se retrouvaient dans chacune des situations puis qu'on a décidé de mettre plus en apparente. On va vous laisser lire Agir, éthique et communication. Vous avez déjà des référents par rapport à ça. Mais aujourd'hui, on s'intéresserait peut-être à l'intelligence de situation, qui est la troisième, qui est peut-être moins dans notre discours actuel. Lors des entretiens de groupe, on entendait les CP qui décrivaient leur récit de pratique, qui disaient « j'ai vu que, j'ai entendu que, j'ai senti, j'ai ajusté ». Et là, ce qu'on observait, c'est que le CP, en action, s'ajustait, se régulait au fur et à mesure des manifestations perçues par le groupe dans lequel il était, et qui adaptait en fonction de ses propres conceptions et de sa finalité ou du but qu'il poursuivait. C'est comme un peu, M. Jonard, il l'a bien défini au départ, vous avez bien fait ça, monsieur. Bon. Dans sa première diapo, c'est comme si on avait mis des capteurs sur notre cerveau, notre corps, notre cœur, puis ces capteurs-là nous permettent de nous ajuster au fur et à mesure des interventions à ce qui est présent. Alors, on parlerait ça m'a déconcentré, Alors, ça nous permet de nous adapter tout au fur et à mesure aux réactions des interlocuteurs. Donc, l'intelligence de situation, c'est vraiment un rapport entre l'agir compétent et la situation, c'est indissociable. C'est des éléments comme un trio gagnant. Donc, c'est une prise de conscience en action. Vous allez retrouver aussi des indicateurs de comment ils se manifestent dans le référentiel. Alors, j'ai aussi la chance de faire la conclusion.
C'était important pour nous de vous préciser que ce référentiel-là, ce n'est pas une finalité, ça se veut un guide qui sera évolutif. On a vu que les situations avec les propos de M. Jonard évoluaient au fil des années. On a vu aussi qu'on les interprétait en fonction de nos propres représentations. C'est un peu ça qu'on vous propose, de l'utiliser comme guide pour réfléchir et faire une prise de recul à partir de ces éléments-là. Ça se veut aussi un outil de reconnaissance de la profession. On avait peu d'éléments vous le dites au départ, on avait des tâches, des rôles, mais on n'avait pas d'éléments qui représentaient la profession. Alors, c'était le souhait. Et je terminerai en remerciant encore, on vous a parlé des 3 comités praxéologiques, scientifiques et de pilotage. Je voudrais aussi remercier M. Claude Lessard qui a été préfacier pour notre référentiel. On est très chanceux de pouvoir avoir M. Lessard en préface. Les commissions scolaires qui ont participé à la recherche et qui nous ont donné de l'eau au moulin pour construire ces données-là. Et nos nombreux partenaires, ils ont été nommés au départ. Je voudrais redire aussi que la DGEC s'est joint aussi au groupe par le biais de Mme Hilaire au fil des travaux. La Fondation Chagnon, qui est tout à fait discrète aujourd'hui, mais par choix, mais qu'on remercie infiniment, sans qui cette recherche-là n'aurait pas vu le jour. Si tout le monde a un référentiel actuellement dans les mains au Québec, si ce n'est pas le cas, ce sera très prochainement. C'est grâce à la Fondation Chagnon pour qui c'était important de rendre le produit accessible et disponible à tout le monde. Vous allez aussi avoir la version électronique qui est actuellement en ligne sur le site de l'association pour le moment. Oui, aussi, on veut vous parler de la maison. Je veux juste vous dire que tous les référentiels de compétences ont été distribués dans les 70 commissions scolaires francophones, anglophones, partout au Québec. Si vous n'avez pas votre copie en main actuellement, c'est qu'elle est au bureau de votre direction générale. C'est là qu'elles ont été envoyées. Elles seront distribuées sûrement sous peu. Je voulais aussi vous inviter à la première page. Vous avez un petit croquis-notes qui est détachable à afficher avec fierté votre profession puis vos compétences, votre agir compétent. Et je terminerai aussi avec la maison d'édition qui a fait un travail remarquable au niveau de la qualité graphique. Je ne sais pas si vous le trouvez beau, mais nous, on le trouve très beau. La qualité du papier, un énorme merci vraiment d'avoir rendu ce référentiel-là si attrayant. Voilà. Alors, à cette étape-ci, oui, on aurait une période de questions. Alain va venir faire la gestion de la période de questions. Alors, soit en ligne ou soit en présence. Si vous avez des questions pour l'un d'entre nous, M. Jonard, ce serait le moment. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Peut-être si vous avez des questions, vous pouvez vous avancer. Puis on pourra répéter la question aussi. Oui. Okay. S'il y a des questions en ligne aussi, c'est autant de poser des questions en ligne. En fait, j'ai un commentaire pour M. Jonard. On a un commentaire après que vous ayez terminé votre présentation. Il y a quelqu'un en ligne qui a dit que c'était du pur plaisir. Je n'ai pas tout dit, hein, c'est ça. Imaginez. Peut-être préciser, Alain, qu'il y aura un texte de M. Jonard qui va être déposé de sa conférence, un texte complet. Donc, il y aura un texte, on me dit qu'il y aura le texte de M. Jonard qui va être déposé aussi sur le site de la CCPQ. Déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions. On va attendre quelques minutes. Peut-être que les gens en ligne. On avait combien de commissions scolaires? Plus de 50. Ah, il y a une question ici, oui. Je me demandais juste, le ministère de l'Éducation, est-ce qu'il a joué un rôle dans le document? La question, c'est est-ce que le ministère de l'Éducation a joué un rôle dans le document? Je vais répondre. Ça va être plus neutre. Ça va être plus neutre. Je vais répondre. Nous avons invité à plusieurs reprises, notamment au comité de pilotage, un membre représentant du ministère. On se rappelle que le projet a débuté il y a plus de 3 ans et demi. Donc, à toutes les fois qu'il y avait des changements au ministère, on renvoyait l'invitation.
Nous avons aussi envoyé une copie quand même de l'épreuve avant qu'il soit finalisé, édité. Une dernière copie au ministère. On nous a félicité pour le travail et pour la qualité du travail. Oui, c'est envoyé à la sous-ministre. Nous les avons invités aujourd'hui et malheureusement, ce n'était pas possible pour eux de se déplacer. Ouais. Merci. Oui, il y a une question. Oui, j'ai des commentaires en ligne. Beaucoup de gens vous remercient pour ce beau travail. Vous remercient aussi pour la démarche rigoureuse dont vous avez fait preuve et très représentative aussi. Donc, il y en a qui veulent qu'on les nomme aussi. Merci de la part des conseillers de la CSMV. Ils voulaient qu'on les nomme. Non, mais c'est beaucoup de remerciements ici que j'ai en ligne. Merci. Ah, il y a la commission DGS, des grandes seigneuries aussi, qui veut qu'on les nomme. Il faut souligner que la commission scolaire d'ici est une des commissions scolaires qui a participé à la recherche. Oui. Je pense qu'il faut le souligner aussi. Oui, une question ici. Quelle différence doit-on faire? Oups, ça a bougé, excusez-moi. Quelle différence doit-on faire entre coacher et former? Et pourquoi vous avez associé coacher à conseiller plutôt qu'à former? Vous allez voir, retourner aux sources des définitions. Oui. Retour aux sources? Oui, aux définitions. Il faudra aller voir dans le glossaire. Je pense que la définition complète permet de mieux pourquoi on l'a situé là. Le coacher, c'est un entraînement à court terme qui pouvait se définir en 1, 2 ou 3 rencontres, là, en début d'année surtout. Alors que quand même, former était aussi dans une optique de court terme. Mais c'est tout. D'analyse, de planification. La formation, dans la formation, on développe davantage des savoirs professionnels, je vous dirais, planifiés et organisés selon une séquence logique. Dans le coacher, ce qu'on a observé, pourquoi il est plus dans le conseiller, c'est que c'était, j'aime pas ça dire ce mot-là, mais disons un ensemble de ressources qui étaient partagées rapidement. Voici les meilleures ressources, puis des outils qui rapidement, qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir démarrer ta classe ou tu vas pouvoir mettre en place les actions pédagogiques en place. On prenait pas le temps de nécessairement former les gens, mais on les outillait pour qu'ils puissent aller dans l'action rapidement. On était vraiment dans une perspective de résoudre une situation qui émergeait, et pour laquelle on avait intervenu sur un court terme. Oui. Bien. Les CP de la formation professionnelle CSDM veulent se faire nommer. Les CP de la commission scolaire des Chic-Chocs aussi sont avec nous en ligne. Question pour Isabelle, est-ce qu'on va avoir le référentiel au prochain cours? Oui, bien, en fait, vous l'avez tous présentement dans votre commission scolaire. Alors, la personne n'est pas CP, donc moi, j'inviterais peut-être la personne à aller sur le site de l'association et aller chercher la version numérique. Il faut savoir aussi qu'il va demeurer des copies des documents à l'association. Ouais. Puis comme co-responsable du micro-programme en conseillance pédagogique, il va y avoir aussi des copies au micro-programme. Donc, pour certaines personnes, ce sera possible d'en recevoir aussi une version papier. En fait, la dame en question, elle est conseillère pédagogique, mais pas dans une commission scolaire. Ah oui, établissement privé, oui. Probablement, oui, ça c'est ça. Ça va me faire plaisir. Les CP d'English Montréal aimeraient savoir s'il y a une possibilité de le faire traduire en anglais. On avait fait cette demande. Là, on se penchera avec la Fondation Chagnon, mais au départ, on avait fait la demande, est-ce qu'on doit aussi le traduire en anglais? Et dans un premier temps, les gens de la Fondation nous avaient dit, on va d'abord le faire en français. Maintenant, la question se pose, donc on pourrait y réfléchir. Ça abonde, hein, ça abonde. Est-ce que tu veux compléter? Oui, peut-être une suggestion, peut-être que ça pourrait être une collaboration avec le ministère de l'Éducation. Madame Royal trouve que c'est une bonne occasion pour travailler avec le ministère de l'Éducation. On fait encore la je peux intervenir. Attends un petit peu, là. Est-ce qu'il y a une suite qui est prévue? Quelles seraient les prochaines étapes du référentiel?
Bien, il y a deux éléments. Oui, vas-y. Peut-être un élément qu'on n'a pas nommé dans la collecte de données, c'est qu'on a aussi, dans le cadre des entretiens qu'on a fait dans les 12 groupes qu'on a rencontrés, demandé quels seraient vos besoins de formation. Ça, ce sont des données qui n'apparaissent pas présentement dans le référentiel, que nous avons en banque, qui nous restent à traiter et parallèlement à ça, ou complémentaires. De manière complémentaire, on est aussi à revoir le microprogramme en conseillance pédagogique, donc ces informations vont venir nous nourrir. Et parallèlement, on voudrait aussi faire des écrits. Puis Isabelle, je te laisse peut-être. Moi, j'ai envie de vous conserver la surprise parce que oui, on est en train de préparer quelque chose qui va sortir dans quelques années. Donc, on vous laisse savourer le référentiel, mais sachez qu'il y a une suite de prévus qui sera intéressante pour vous. La CSDA est là aussi, dans le cadre du microprogramme en conseillance pédagogique. Il dit bonjour. On a Mme Louise Capra qui nous dit merci aussi. Et Louise qui travaille avec nous au microprogramme. J'espère que je n'ai pas oublié personne. Commission scolaire Val-des-Sarres est ici. La commission scolaire Val-des-Sarres est là. Bonjour Val-des-Sarres. On vous remercie de mettre des mots sur les actions. Donc, on dit qu'on met des mots sur les actions. Merci beaucoup à vous quatre. Merci. Et avant de terminer, on est presque fini. Donc, avant de terminer, j'aimerais quand même accueillir notre dernière invitée, qui est Mme Louise Royal, qui a fait carrière en éducation, qui a occupé différents postes et différents sièges clés de l'enseignement à la conseillance pédagogique, en passant par la direction d'école, la direction des ressources éducatives. Elle a été professeure du département de gestion de l'éducation et responsable de la création du programme en microprogramme en conseillance pédagogique de l'Université Sherbrooke. Mme Royal a notamment occupé le rôle de membre du comité scientifique pour le référentiel et je vous cède la parole. Vous pensiez que c'était fini? Alors là, je me suis dit, la seule façon de rester dans le temps, pas me faire signe, parce que quand on se met à parler, c'est facile d'en mettre plus, alors je vais lire. Et ça, je suis certaine que je vais rester dans le temps qui m'est donné et je ne vous épuiserai pas. D'abord, merci beaucoup à l'équipe, à Isabelle, à Suzanne et à Donald de m'avoir invitée. Je suis contente de participer à cet événement-là. Permettez-moi de revenir quelques années en arrière, au moment où j'arrive à l'université et que Nicole Tardy, peut-être que certains la connaissent, Nicole Tardy, qui a travaillé avec nous pendant plusieurs années, elle me demande de réfléchir à la formation des conseillers pédagogiques à cette époque-là. On a fait référence beaucoup à ce qui se passe présentement, mais à l'époque, on faisait aussi certains constats. D'abord, cette période, on est au début des années 2000, on se rend compte que vraiment les conseillers pédagogiques sont sur la première ligne. Ils sont requis par le ministère en tant qu'experts, comme formateurs par les commissions scolaires, et les éditeurs, les maisons d'édition, eux, les veulent pour la création du matériel didactique. Alors, on se les arrache, les conseillers pédagogiques à ce moment-là, et ils deviennent vraiment, je dirais, le maillon névralgique du renouveau pédagogique. Ça, c'est un premier constat qu'on fait. Le deuxième, c'est qu'à ce moment-là, évidemment, les enseignants, eux, bénéficient de formation, de mise à jour. Ils comptent sur les conseillers pédagogiques pour les soutenir dans leur appropriation de nouveaux programmes. Et les gestionnaires d'établissements scolaires, eux, ont accès à une formation universitaire de deuxième cycle. Certes, elle était obligatoire, mais il demeure qu'ils avaient un lieu, un espace, une opportunité pour réfléchir à leur pratique. En fait, les seuls, en tout cas, peut-être pas les seuls, parce qu'il y en avait peut-être d'autres au niveau dans le personnel scolaire, mais les seuls qui étaient vraiment directement interpellés par le renouveau, qui n'avaient pas de formation, c'était les conseillers pédagogiques. Donc, ils ont accès à aucun dispositif pour réfléchir à leur propre situation professionnelle et continuent d'apprendre sur le tas ce qui constitue l'essence même de leur travail, c'est-à-dire les savoirs de conseillance. Ça a quand même pris un certain temps avant qu'on mette à jour ce projet-là, qu'on s'engage dans ce projet-là, et on l'a fait dans le cadre d'un chantier 7. Chantier 7 qui, évidemment, nous a amené à travailler en partenariat avec les commissions scolaires à ce moment-là. C'est aussi en travaillant en partenariat que Donald, Isabelle et Suzanne ont poursuivi le travail
et arrive à nous dévoiler la production d'aujourd'hui. Madame Desjardins a parlé tantôt de ce partenariat-là, de la collaboration. Elle a souligné, entre autres, que la démarche qui a été à l'origine, finalement, de la production d'aujourd'hui, qui nous est présentée aujourd'hui, a été un véritable dialogue avec divers acteurs, ayant une perspective différente et complémentaire des situations professionnelles. C'est ainsi qu'en adoptant des points de vue différents, on arrive à cette variété, finalement, de situations et de contextes qui nous ont été présentés tantôt. Et, à ce moment-là, vous dans le texte, mais je parle dans nos faits. Ah oui, l'autre chose aussi que je trouve qui est intéressant que Julie a souligné, c'est le comité praxiologique qui était vraiment, je pense, un élément qui apporte beaucoup de solidité à ce qui est présenté et probablement qui est à l'origine des nombreux commentaires qu'on a eus à l'effet que les gens se reconnaissent dans la situation. Je dois dire aussi que ce qu'on nous présente aujourd'hui, moi qui ai beaucoup travaillé sur le micro-programme en conscience pédagogique, c'est pas un simple ajout par rapport à ce qui avait été fait. Nous, on avait isolé 2 situations, là on nous en présente 4, mais 4 situations emblématiques. C'est pas seulement le nombre qui augmente, je dirais, c'est que ce qu'on nous présente, ça ajoute beaucoup de texture. En tout cas, c'est le mot qui me venait quand je lisais, de la texture à ce qu'on avait déjà mis au jour. Et l'ensemble, c'est une architecture qui articule un ensemble de composantes autour de ces situations emblématiques. Et ces composantes sont autant de variables qui permettent de se rapprocher le plus possible à ce que M. Jonard disait, qui sont les situations où l'agir situé. On a suffisamment de détails, je pense, pour bien comprendre ce qui se trame finalement sur le terrain. Ce qu'on a vu, ce qu'on nous a présenté aussi témoigne d'abord de l'audace de l'équipe d'avoir traité justement leur projet à partir du processus de l'agir en situation, mais aussi de la richesse de la collecte de données. On nous en a présenté toute la démarche, et de la démarche aussi comme telle, une démarche collaborative et qui était fondée sur ce qui est porteur de réussite. Ce qui nous amène vraiment, je crois, à une meilleure représentation du travail en situation. Mais je dirais, malgré ce que Donald a dit, je dirais que la fonction de CP demeure quand même un métier un peu unique. Et mais je dirais que le flou, ce n'est pas une entrave. Au contraire, il accorde une marge de manœuvre, une possibilité d'interprétation de la situation et d'adaptation à cette situation. Le flou laisse de la place à la lecture de la situation, je dirais à l'intelligence de la situation, pour reprendre vos mots, et aux choix qui en découlent. Ainsi, je pense qu'on accueille avec bonheur ce référentiel qui, justement, n'aspire pas à être vu comme un cadre rigide qui enfermerait la profession, votre profession, mais bien au contraire, qui lui donne l'espace nécessaire pour le développement professionnel de la communauté des conseillères et conseillers pédagogiques, que ce soit par des activités pédagogiques qui viendraient enrichir le programme existant, comme vous l'avez mentionné, ou toute autre forme d'activité. Si je me suis permise de relater le début de nos travaux concernant la conscience pédagogique, travaux, je tiens à le souligner, là, ils sont toujours soutenus par la Faculté d'éducation, c'est pour montrer à quel point la collaboration, la patience et la modestie sont nécessaires dans ce genre de projet et comment la constance est porteuse de résultats. Alors, je pense que, terminant, on peut juste remercier tous ceux qui ont participé et la générosité de ces participants. Alors, merci beaucoup. Merci, Mme Royal. J'aurais aimé dire ces belles choses. Je vais lire mes dernières notes. Donc, là, on est vraiment terminé, mais avant de vous laisser partir, je vais vraiment leur remercier de nouveau la commission scolaire qui nous a accueillis aujourd'hui. Merci à l'équipe technique mixte, à l'équipe d'organisation et aux représentants de l'Université de Sherbrooke et de la CCPQ. Merci aux membres des comités de la recherche, aux invités spéciaux, aux personnes présentes et en ligne. J'en profite pour inviter tous les conseillers pédagogiques à devenir membres. Puis devenir membre de l'association sur le site web www.accpq.org.
c'est peut-être le temps. C'est la CCPQ qui a organisé cette activité, qui a initié, comme le dit tout à l'heure Suzanne, initié la recherche. Donc, c'est le début de d'autres types de travail qu'on va faire pour vous. Et j'en profite aussi pour signaler qu'on prépare aussi des activités pour un séminaire de formation au mois de juillet. Donc, vous pouvez vous inscrire en ligne prochainement. Et bien sûr, il y a la formation continue qui va être offerte à l'automne. Donc, cela dit, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'invite tous ceux qui sont présents à venir prendre une bouchée et à partager un verre. Merci.